Et coucou les dopidop. Alors aujourd'hui, je voulais me faire plaisir et vous présenter un de mes instruments, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit non seulement d'une guitare très haut de gamme, mais c'est surtout la seule, du moins à l'heure actuelle, qui suit en partie mes demandes et s'apparente donc à du custom shop. Trêve de suspense, ceux qui suivent un petit peu ce que je fais l'ont déjà vu dans mes autres vidéos et dans certains de mes covers. Aujourd'hui, je vous présente ma Skersen 8 cordes. Alors je vous préviens d'emblée, je prétends pas détenir la vérité absolue, ni être totalement objectif. D'une part parce que l'objectivité en termes de musique ou d'art plus généralement, selon moi c'est vraiment une cause perdue. Il n'y a qu'à aller mater certains forums de guitare pour se rendre compte que les avis sont parfois, pour ne pas dire très souvent, gangrénés par les a priori, le conservatisme et les traditionnels débats stériles qui tiennent plus du concours d'appendices que de la réelle discussion constructive. D'autre part, en tant que musicien gaucher, je n'ai jamais vraiment pu essayer un instrument avant de l'acheter. Donc même si je suis très versé dans l'économie de mouvement, le confort de jeu et l'optimisation, je pense aussi qu'un musicien doit pouvoir s'adapter à un instrument en termes de jouabilité, dans la mesure où il est bien réglé bien sûr. Car on n'est jamais vraiment à l'abri d'une déconvenue nous obligeant à nous rabattre sur un instrument secondaire et ainsi nous faire perdre notre zone de confort. Alors pour cette vidéo, je vais d'abord vous présenter la marque, puis je détaillerai les spécifications propres de l'instrument et enfin je ferai un petit tour d'horizon de ses sonorités. Donc Skersen, c'est une marque de guitare polonaise fondée par Jarek Konkol en 2011. Mais son expérience va bien plus loin que ça, puisque ce monsieur a travaillé plus d'une décennie chez une autre célèbre marque de guitare originaire du même pays, j'ai nommé Mayons. Et ça se ressent dans l'esthétique globale des instruments, que je situerai dans la catégorie des guitares de luthier modernes, orientées metal, gent, voire musique progressive ou encore fusion, avec l'utilisation de bois figurés très marqués, des coloris originaux, des sonorités privilégiant la précision, une emphase sur le confort de jeu, et bien sûr la production régulière d'instruments à tessiture étendue allant de la classique 7 cordes aux monstrueuses guitares à 10 cordes. Voilà la bête, donc c'est un modèle Raptor, donc une superstrat moderne dont la forme plutôt sobre se rapproche des modèles RG d'Ibanez. Il me semble avoir lu sur un forum de sevenstring.com que ce modèle était censé répliquer les fameuses guitares Black Machines, devenues très rares et donc très recherchées. Mais là je peux pas vraiment vous garantir la véracité de la chose. La forme est donc plutôt simple en comparaison avec d'autres modèles proposés par la marque, mais c'est un classique qui a fait ses preuves. Le corps est toutefois plus fin que sur les RG, avec 41 mm d'épaisseur contre 45 mm, qui est plutôt appréciable sur un tel instrument, car c'est un modèle 8 cordes, baryton de surcroît, et dont le manche est plus long, plus épais, et donc potentiellement beaucoup plus massif. La tête est le modèle Viper Reverse de la marque, et pour être tout à fait honnête, c'est une des raisons qui m'ont fait tomber amoureux de celle-ci. J'adore vraiment la façon dont les cordes passent au-dessus du vide, et qui me rappelle un petit peu le look futuriste des Parker. Ou alors un harpon, Enfin vraiment je la trouve vraiment trop classe. En ce qui concerne les bois, le corps est en frêne des marais, sur lequel repose une table en loupe de peuplier. J'ai demandé à ce que cette dernière soit très torturée, avec beaucoup de nœuds et de circonvolutions, et un aspect un petit peu nébuleux, et je dois dire que je n'ai pas été déçu, parce que c'est vraiment ce que je cherchais en termes de visuel. Le manche lui est constitué de 9 pièces, 3 d'Ovancol, un bois africain relativement proche du palissandre, 2 de Wenge, et pour les rehausser en termes de contraste visuel, j'ai demandé d'intercaler ces dernières avec 4 lamelles d'érable. Pour terminer, la touche est en érable moucheté sans repère. Ces derniers sont toutefois présents sur la tranche et de manière un peu plus traditionnelle, sous la forme de luminlace bleu, à savoir des repères fluorescents, ce qui est plutôt une bonne idée car les lieux de concert n'ont pas toujours un éclairage optimal. Comme vous pouvez le constater, la tête est assortie au corps, et l'intégralité de la guitare possède un filetage en ivoroïde qui, combiné aux différents bois, rehausse l'aspect très luxueux de l'instrument. L'accastillage comprend pour sa part des mécaniques autobloquantes Griplock Open Gear de chez Hipshot, un chevalet composite constitué de pontets indépendants de chez IBM, des straplocks Dunlop dont un est à profil bas, et enfin la touche est sertie de 24 frets jumbo en inox polis comme des miroirs. En ce qui concerne l'électronique, on a un set de micro Juggernaut de chez Barnacle piloté par un volume, une tonalité et un sélecteur à 3 positions. Il y a un split monté en push-pull sur le potard de volume, et le deuxième potentiomètre accueille également un push-pull, mais celui-ci donne accès à une exclusivité de chez Skersen, à savoir l'Acoustic Mode. Il s'agit d'un câblage passif permettant en théorie de se rapprocher d'un son un peu plus acoustique sans utiliser de capteur piezo, mais on va y revenir.
quelques petites particularités tout de même. Alors, outre le fait qu'il s'agit d'une guitare à 8 cordes, vous aurez sans doute remarqué le manche conducteur et le fretage en éventail. La guitare possède ainsi un diapason multiple qui va de 26 pouces sur la corde la plus aiguë à 28 pouces sur la corde la plus grave. Je pense faire une vidéo traitant des diapasons et de la tension des cordes, donc je ne rentrerai pas dans les détails, d'autant que ce n'est pas le sujet. Mais sachez qu'un tel fretage a des avantages sonores et ergonomiques indéniables. On a un surcroît de tension et de longueur vibrante sur les cordes graves qui est plus que bienvenu pour en améliorer l'intonation, tout en gardant un certain confort de jeu pour les traits de soliste dans les aigus. Le tout en limitant les risques de casse de cordes dû à un diapason long uniforme sur ces dernières. J'utilise en plus différents accordages, à savoir le standard 8 cordes, si on peut vraiment appeler ça un accord standard, alors du gravel aigu Fa dièse, Si mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, drop E, du gravel aigu Mi, Si, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, voire drop La sur la 7ème, voire les deux drops, donc drop Mi et drop La, ou encore drop Ré sur la 6ème de manière plus classique, enfin bref, je considère que les trois cordes graves sont potentiellement mobiles, et malgré tout cela, l'intonation tient bon en toutes circonstances. Une autre distinction de cette guitare, c'est le manche. Il a vraiment un profil particulier, puisqu'il est presque en V au niveau des premières cases, en réalité un V très adouci, et qu'il devient progressivement beaucoup plus plat au fur et à mesure que l'on monte vers les aigus. C'est assez particulier, et cela me fait vaguement penser au profil Endurnex de chez Strandberg, bien que ce soit en réalité vraiment très différent. Le radius de la touche est également optimisé, puisqu'il va de 16 pouces à 20 pouces. Il faut également signaler la pose des pontées, qui utilise un système qui compense la distance intercorde en fonction de leur diamètre, qui permet donc des transitions beaucoup plus fluides entre celles-ci. Il y a également un string damper, donc un étouffoir intégré et amovible situé derrière le sillet, et qui permet d'étouffer les résonances sympathiques des cordes au niveau de la tête, ce qui est plutôt appréciable au vu de la longueur de celle-ci. Enfin, le blindage de la guitare est entièrement réalisé à la feuille de cuivre. Cela n'a sans doute aucune incidence par rapport à un blindage classique, mais je trouvais ça juste assez joli pour le signaler. Le confort de la guitare est tout bonnement incroyable. Les avantages combinés du manche traversant et du diapason de composite facilitent l'accès à toutes les notes du manche, et ce dans n'importe quelle configuration, que ce soit en solo ou sur les accords les plus torturés. L'action est juste ultra basse. J'ai toujours aimé une action relativement faible, mais là c'est vraiment indécent tellement le travail de fretage et de planimétrie est parfait. En contrepartie, l'instrument est extrêmement sensible et il faut faire vraiment très attention à la pression exercée par la main, particulièrement lorsqu'on veut étouffer les cordes, et c'est même pas la peine d'essayer de jouer avec un bottleneck. Le diapason de composite est également une véritable révélation pour moi. L'intonation est bien meilleure qu'avec ma 7 cordes sur laquelle je mettais des tirants de porc pour pouvoir compenser le diapason standard de 25 pouces et demi. C'est vraiment agréable de rejouer sur un instrument avec des cordes plus tendres, le tout en gagnant en justesse et en répondant. La guitare débranchée a déjà une belle projection, en tout cas, elle est particulièrement sonore si on la compare avec mes autres instruments. Elle possède un sustain plus qu'honorable avec une belle résonance. Le son est équilibré sur toutes les cordes et toutes les notes se détachent clairement. C'est déjà plutôt bon signe.
Comme vous pouvez le constater, les sons clairs sont globalement très claquants, avec une pointe de nasalité que ne renierait pas une Telecaster. C'est sans doute dû, en partie du moins, au bois utilisé, le frêne du corps et les râpes de la touche étant réputés pour être des bois à la réponse plutôt acide, et je pense que cela vient avant tout du diapason. En tout cas, c'est amusant de se dire que des plans en country et bluegrass sont plutôt convaincants sur un tel instrument, alors qu'il est clairement pas conçu pour cela à la base. Toutes les positions sont exploitables, même si j'ai tendance personnellement à préférer les positions splittées. Les crunch vintage ne sont clairement pas le point fort de cette guitare, dont le son est beaucoup trop hi-fi pour faire illusion dans le domaine. Quoique, en jouant sur le volume, l'égalisation et la tonalité, il sera possible d'obtenir quelque chose de plus voilé. Cependant, la clarté naturelle de la guitare et sa bande passante très large prendront toujours le dessus. On obtiendra donc difficilement des sonorités garage et cradingues. Mais en ce qui concerne les crunchs modernes à large bande, c'est vraiment autre chose, ils sont vraiment superbes. De manière générale, j'ai toujours préféré les petits crunchs au pur son clair. Déjà parce qu'ils sont plus polyvalents, mais ensuite parce que l'intermodulation entre les notes jouées simultanément réchauffe considérablement le son. Mais là avec cette guitare, du fait de sa clarté, c'est vraiment sublime. Les harmoniques interagissent sans rendre le son brouillon et sont vraiment très musicales. Alors que pour le slap et le thumbing, c'est juste royal. La saturation apporte un rôle addictif sur les notes les plus graves et le claquant est magnifié. Surtout sur la position intermédiaire quand les micros sont splittés.
Paradoxalement, ce sont sur les leads que sont apparues le plus clairement les qualités de la lutherie. En effet, comme je vous l'ai dit, je dispose d'une Ibanez RG7 cordes équipée des mêmes micros, donc des Juggernaut. Mais là, il n'y a pas photo, la Skersen dispose de bien plus de clarté et perce bien mieux le mix en situation de jeu en groupe. Et en plus de ça, la différence de sustain est vraiment démentielle. Pour vous illustrer cela, sachez que quand je donne des cours, j'utilise souvent cette petite pédale de disto, à savoir une Tech 21 US Steel. Et la différence sustain à réglage de micro et de pédale égale est telle que je dois significativement baisser le gain pour retrouver des sensations sonores similaires. En conséquence, le son n'en est que plus ouvert, moins chimique et la lutherie respire. On peut être vraiment nuancé dans son jeu, le tout en gardant le précision et le mordant nécessaires à un jeu rapide, que ce soit en riffing ou en solo. Parlons maintenant du petit bonus, l'acoustic mode. Alors, outre le fait d'élargir la palette de sonorités de l'instrument, son but est d'offrir une base crédible à l'utilisation d'un effet de simulation de guitare acoustique. Pour ce faire, moi j'utilise le simulateur de Bias FX.
Le son est vraiment beau, et sans obtenir le pur son d'une guitare folk, l'absence de caisse rendant ce fait impossible bien sûr, on a vraiment un joli grain métallique qui se rapproche d'une guitare acoustique corde d'acier, surtout en position intermédiaire. Pour la petite histoire, j'ai failli demander l'installation d'un capteur piezo lors de la commande de cette guitare, mais le budget et surtout le délai supplémentaire pour une telle modification m'ont fait me rabattre sur cette option. Maintenant que j'ai pu l'essayer, je rejoins pas mal d'avis sur la question. Le son est naturellement plus beau qu'avec un simple piezo, ces derniers nécessitant souvent un traitement plus lourd et plus complexe, sans quoi ils sonnent aigrelés. Et ça, c'est sans parler de la nécessité d'alimenter le préampli avec une pile. Ici, la guitare reste entièrement passive et le son acoustique reste très plug and play. Il se présente aussi comme une sérieuse alternative au split puisqu'il possède une plus grande bande passante que ce dernier et une moindre perte de niveau en comparaison. Et en plus il possède déjà un petit mojo acoustique sur un simple canal clair. Attention cependant, corde neuve obligatoire pour bénéficier de tous les avantages de ce mode en termes de brillance et d'attaque. Comme vous avez pu le constater, le son est très chargé en haut médium avec beaucoup de claquants et des basses serrées. C'est extrêmement précis et ça ne baffe pas d'un iota. Autant dire que ce n'est pas une guitare pour jouer du stoner ou du blues, du moins pas dans leurs acceptations les plus communes. Alors, que retenir de tout ça? Alors premièrement, les points positifs. Il y a déjà le son et les qualités de la lutherie, dans la mesure bien sûr où on aime les sonorités modernes. On est là en présence d'un instrument qui n'est pas vraiment polyvalent, même si on peut faire beaucoup de choses avec. Deuxièmement, il y a l'aspect esthétique. Là encore, c'est très subjectif puisque j'ai moi-même sélectionné la finition et les bois. Et enfin, il y a l'ergonomie générale, avec tous les petits détails que je vous ai donnés, et qui rendent l'expérience de jeu vraiment exceptionnelle. Mais y a-t-il des points noirs? J'aimerais vous dire que non, mais malheureusement, un petit détail m'a fait tiquer. La peinture dans les cavités des micros aurait pu être mieux finie, on sent que la protection de la cavité lors de la mise en couleur n'a pas été faite, ou en tout cas pas de manière suffisante, car il y a des espèces de coulures qui sont visibles sur la tranche de la table à l'intérieur des cavités. Il faut vraiment regarder de très près pour le voir, mais je trouve que ça reste dommage. Il aurait mieux fallu protéger la cavité pendant la mise en couleur, ou alors prendre le parti de la peindre intégralement, ce qui aurait évité ce petit défaut disgracieux. C'est peut-être un détail, mais même si le son et le confort de jeu sont vraiment exceptionnels, je trouve que c'est vraiment pas normal sur un instrument de ce tarif-là. Après plus d'1 an, cette guitare reste à l'heure actuelle celle que j'utilise le plus et donc ma guitare principale. Elle correspond parfaitement à mes attentes, tant sur le plan sonore qu'au niveau du confort de jeu. C'est également un véritable outil d'inspiration, j'ai constamment envie de jouer avec, de composer, de travailler et d'expérimenter. Et malgré les petits défauts de finition plutôt malvenus, je regrette absolument pas l'acquisition de cette petite bombe qui ne se limite pas à faire du 0-1 sur la grosse corde.